Nombreuses sont les étapes à anticiper dans la vie d'un chef d'entreprise, mais s'il y en a bien une à ne pas négliger, c'est celle de la préparation, de la transmission ou de la succession. Dans cette table ronde, on va donc détailler les bonnes pratiques à adopter avec Virginie Bloise. Vous êtes notaire associée chez l'Exonaute. Bonjour. Bonjour Pauline. Et Benoît Berchebru, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale d'Astoria. Alors, je vous propose de commencer avec vous, Virginie. Comment est-ce que vous intervenez auprès des chefs d'entreprise avant leur départ à la retraite et pendant et peut-être même après? Alors, s'agissant de la problématique de la transmission, en tant que notaire, on accompagne les chefs d'entreprise sur la matérialisation de l'acte de transmission, que ce soit une donation, donc une transmission anticipée, ou la transmission subie dans le cadre d'un décès, où on intervient dans la régularisation des déclarations de succession. D'accord. À l'étude, on a aussi une approche d'anticipation et on accompagne le chef d'entreprise dans la réalisation de crash tests successoraux. Comment ça se passe? Attention, c'est une marque déposée. N'essayez pas, n'essayez pas, Benoît, de nous l'appliquer. Le crash test successoral, c'est un outil qu'on a mis en place à l'étude dans lequel on va analyser les conséquences patrimoniales, civiles, fiscales du décès du chef d'entreprise pour essayer de l'alerter sur les actions à mettre en place pour améliorer sa situation, à la fois d'un point de vue civil, qui a quoi, et fiscal, combien ça coûte. Et donc, avant de passer avec vous, Benoît Berchebru, le crash test, c'est un outil d'anticipation. Donc, il faut quand même le faire assez tôt dans la vie du chef d'entreprise. Effectivement, c'est un outil d'anticipation qu'on met en place quand le chef d'entreprise commence à se poser la question de la transmission. Ok. Benoît Berchebru, quel est le rôle, donc on a évoqué le rôle du notaire avec Virginie, quel est le rôle de l'ingénieur patrimonial et, donc dans une transmission d'entreprise? Et est-ce que c'est obligatoire d'avoir un ingénieur patrimonial en plus du notaire, de l'avocat? Et comment vous venez en aide concrètement à ces dirigeants qui veulent céder leur entreprise? Alors souvent, on parle d'interprofessionnalité entre le notaire, l'avocat, l'ingénieur patrimonial. C'est complémentaire. C'est parfaitement complémentaire. Il ne faut pas tant les opposer, puisque finalement, quand Virginie parle de crash test sur les aspects civils, fiscaux, on le fait également. Simplement, les notaires, les avocats, c'est des professions réglementées. Et en fait, nous, on va apporter dans l'accompagnement, je ne sais pas, constitution de société holding avec Pacte Dutreil. Donc les Pactes Dutreil, on serait capable, nous, de les rédiger en tant qu'ingénieurs patrimoniaux, mais on ne le fait pas. Donc Pacte Dutreil, c'est pour une session intrafamiliale, on rappelle, c'est ça, Benoît? Pas forcément. D'accord. On crée une société holding où on met le Pacte Dutreil sur un SARL, une activité commerciale. Et donc, du coup, on va transmettre une entreprise avec 75% de droits. Donc, on parle souvent de transmission intrafamiliale, mais les enfants ne sont pas forcément repreneurs. Parce qu'on fait des opérations avec des MBO, des LBO, etc. Et donc, du coup, quand il y a un enfant qui n'est pas repreneur et qu'il y a des salariés qui vont reprendre l'entreprise, en fait, on les fait monter dans le top management. Ils vont avoir quelques actions de la société et donc ils vont participer à la signature du pacte Dutreil. Et ensuite, on va se faire accompagner par les notaires, les avocats pour la rédaction des statuts de la société holding, la rendre animatrice et derrière instrumentaliser justement le pacte Dutreil, parce qu'avec 75% d'abattement, comme il y a un gros avantage fiscal, il faut quand même il faut très sécuriser le rédactionnel parce que l'administration fiscale est très regardante là-dessus, notamment quand on intervient sur des sociétés holding animatrices. Et donc là, encore une fois, il faut être plusieurs à regarder, à avoir sa pratique pour sécuriser au maximum le montage. Donc là, vous évoquiez le pacte Dutreil, Virginie Bloise. Quels sont les autres dispositifs souvent utilisés, lesquels vous voyez parfois revenir en tant que notaire dans une transmission d'entreprise? Alors, le pacte Dutreil, c'est le dispositif le plus utilisé. Voilà. Ouais. C'est celui à côté duquel il ne faut pas passer et les clients en ont généralement connaissance. D'accord. Il y a un dispositif un peu plus confidentiel qui s'adresse non pas aux générations de créateurs, mais aux générations qui ont déjà bénéficié d'une transmission d'entreprise. C'est la donation-partage transgénérationnelle. D'accord. Donc, si vous êtes vous-même en possession de titres d'une société qui proviennent d'une transmission dont vous avez bénéficié de la part de vos parents et que vous vous posez à votre tour la question de la transmission à vos propres descendants, eh bien, vous pouvez bénéficier du dispositif transgénérationnel et transmettre ces titres-là à vos enfants avec l'intervention de vos parents en bénéficiant d'un régime fiscal de faveur.
Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs souvent utilisés, Benoît Berchebru? Dans la séquence juste avant, on a parlé de l'apport-cession et de la donation avant cession notamment. Est-ce qu'il y en a d'autres au-delà donc, du trade transgénérationnel et donation avant cession, apport-cession, etc. Souvent, aujourd'hui, on dit que si j'ai pas 50 si j'ai pas ma holding à 50 ans, j'ai raté ma stratégie patrimoniale et ma vie patrimoniale. Attention, parce qu'on rappelle que pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, hein, lorsque j'ai créé mon entreprise et que mon entreprise avait moins de 10 ans, hein, ce qu'on appelle le dispositif PME de moins de 10 ans, quand je vais vendre mon entreprise, hein, je vais pouvoir bénéficier d'un abattement de 85%, dès lors que je détiens les titres depuis au moins 8 ans. Et souvent, il y a des personnes qui vont aller s'encapsuler dans les sociétés holding, ils vont tout apporter parce qu'ils se disent, bah, je suis en report d'imposition quand je vais dans la société holding. Ces gens-là, malheureusement, on va les retrouver 10, 15 ans, 20 ans après en leur disant, bah, je suis parti, voilà, les titres valaient 2 millions d'euros avec la revalorisation et l'aide qu'on va leur apporter sur les placements. Ben, 10 ans après, ça peut valoir 3 millions 5, 4 millions. Et la question qui va se poser, c'est comment je fais pour sortir le cash de cette société? Comment je fais pour optimiser les droits de succession? Parce que finalement, je suis parti de 2, ça vaut 3,5, je décède. Si je n'ai pas anticipé, ben, il y a 3,5 qui seront taxés, sous réserve que je n'ai pas mis de pack de trade, etc. en place. Donc souvent, c'est se dire, au lieu d'aller finalement s'embêter à apporter les titres dans une société holding, parce qu'une société holding, c'est utilisé pour faire du remploi. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'autres stratégies. Et on le voit avec la taxe de 2% aujourd'hui, hein, sur le projet de loi de finances, que ça passe ou pas, on sent bien que c'est très regardé. Donc souvent, il faut se dire, vaut mieux finalement ne pas faire la société holding, vendre avec 85% d'abattement, plus les prélèvements sociaux à 17,2, et repasser dans le patrimoine privé. Parce que dans le patrimoine privé, on peut faire plus de choses que dans le patrimoine professionnel. On peut faire des donations, on peut faire des donations partage, du démembrement, on peut faire des présents d'usage. Présents d'usage, hein, je rappelle, hein, somme modique pour des événements particuliers. Comme un cadeau pour Noël ou pour un anniversaire. Exactement. Voilà, le cadeau de Noël. Et, cadeau de Noël. Et c'est 2,5% du patrimoine. Pour faire simple. Donc, sur des patrimoines à 5 millions, 10 millions d'euros, bah, ça fait quand même un petit paquet d'argent qu'on peut transmettre sans déclaration chaque année. Oui, donc on retient ce que vous dites, Benoît, c'est que vraiment le mot d'ordre, c'est l'anticipation. À quel âge, est-ce qu'il y a un âge, Virginie Bloas, où il faut commencer à y penser? Est-ce qu'il y a un âge un peu fatidique, par exemple 50 ans, ça y est, il faut penser à sa transmission d'entreprise, 60 ans, et est-ce que vous constatez que les chefs d'entreprise qui commencent à y penser sont déjà un peu partis? Est-ce que c'est compliqué à évoquer avec vous? Et quelle est la place, donc il y a beaucoup de questions en une, mais de l'émotionnel et comment vous gérez ça dans votre étude? Alors, s'agissant de l'âge, donc on parlait de la holding à 50 ans. Ouais. L'âge de la transmission, ça dépend ce qu'on entend par transmission. Si on voit la transmission comme une anticipation fiscale et patrimoniale, donc on transfère son actif à ses enfants pour leur éviter d'avoir un poids d'impôt trop fort ça au moment d'une succession, succession, dès que la liste des enfants est exhaustive, on anticipe sa transmission. Voilà. Là, la prime est donnée à ceux qui transmettent le plus tôt possible parce qu'ils vont bénéficier d'une assiette réduite. D'abord parce qu'ils vont généralement se retenir un usufruit sur les titres qu'ils transmettent. Et plus on est jeune, plus l'usufruit a de la valeur et donc moins la transmission est taxée. Ensuite, parce qu'ils bénéficient d'une fiscalité qui est définitivement acquittée à la date de la donation. S'il y avait des changements législatifs, s'il y avait un durcissement de la charge sur l'impôt de transmission, donc ça n'est pas rétroactif. L'impôt sur les donations est définitivement acquitté à la date de la donation. Donc là, si moi je transmets, si j'ai commencé à transmettre mon entreprise il y a 5 ans, le projet de loi de finances 2026 ne pourra rien faire sur ce que vous avez déjà transmis. D'accord. Voilà. Et ensuite, quand on transmet en 2025 et qu'on décède en 2050, toute la plus-value prise par l'entreprise entre 2025 et 2050 est acquise par les enfants sans fiscalité complémentaire. D'accord. Donc, voilà, l'anticipation, elle peut se faire dès que la liste des enfants est définitive. Et un mot rapide sur la place du coup émotionnelle. Est-ce que c'est compliqué à gérer dans votre étude? Est-ce que ça prend quand même une certaine place? Alors, ça prend une place importante, surtout chez les générations de créateurs. Donc, ceux qui ont créé l'entreprise, qui ont vécu, grandi avec cette entreprise qui est un peu considérée comme leur enfant, ont du mal à s'en détacher et se posent un peu la question de le sens
leur sens, le sens de leur existence, si ils se défont de cette entreprise. Et on constate qu'il y a beaucoup de transmissions qui se font de la part de cette génération 1 sans qu'il y ait de véritable passage de flambeau. Donc, on transmet les titres, on transmet parfois un pouvoir sur le papier, en fait, un mandat social, sans qu'il y ait véritablement de transfert des clés de l'entreprise à la génération suivante. En revanche, quand on s'adresse à une génération de repreneurs qui a elle-même déjà bénéficié d'une transmission, ils sont plus sensibilisés à ces problématiques. Ils se considèrent généralement comme des passeurs, avec un vrai souhait d'anticiper la problématique fiscale de la transmission pour que cette question ne se pose plus et qu'elle ne soit plus un frein à la gestion de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup Virginie Bloaz, vous êtes notaire associée chez l'Exonaute, et merci Benoît Berchebru, vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale d'Astoria. Merci à tous les deux, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la prochaine séquence.